Donc on va pouvoir commencer. Donc déjà, bienvenue à toutes et à tous. Ça fait très plaisir avec l'équipe du BDOM de vous accueillir en présentiel pour la première fois depuis presque 2 ans. Pendant presque 2 ans, on a fait les apéros sciences uniquement en distanciel sur le Jitsi. Et maintenant, pour cette année, on va avoir le présentiel à la cantine comme avant. Et en même temps, on va avoir la possibilité pour ceux qui sont loin de suivre les apéros sciences en ligne. Et petit changement aussi par rapport à cette année, donc on a une nouvelle équipe pour l'organisation des apéros sciences avec Alexis Cavalier et avec moi-même, donc Benjamin Reynaud. Et on a aussi un partenariat avec l'ASTN de Nantes et le BDEG de Lille. Et on se retransmet respectivement nos conférences. Donc je vais laisser la parole à Nicolas. Nicolas, tu vas nous faire une présentation sur l'évolution de ta thèse. Exactement. Tu es en deuxième année actuellement Exactement. au CEF Ouais, c'est ça. à Montpellier. Et donc c'est à toi. Je te laisse le micro. C'est gentil. Du coup, en fait, il sert à rien le micro là. Ah d'accord, pardon, désolé. Du coup, bonjour à tous. Donc, comme le disait si bien Benjamin, moi je vais vous parler un peu de ma thèse. Donc, je vais en profiter pour faire une ou deux slides au début pour vous parler du contexte général de la méthode que je vais vous présenter. Et donc, moi, je vais vous parler d'intelligence artificielle, de deep learning, et notamment des maskers CNN. Donc, vous allez voir après ce que c'est et à quoi ça peut servir. Et donc moi je l'utilise dans le contexte de l'automatisation de la prise de mesures de traits phénotypiques, mais aussi de comportement. Donc ma thèse, elle s'inscrit dans le cadre d'un projet un peu plus grand que juste ma thèse, qui est le Sociable Weaver Project. Et c'est un projet d'étude à long terme qui traite de l'étude de ce passereau, donc qui s'appelle le républicain social en français, ou Sociable Weaver en anglais. Et donc cette espèce, elle est endémique de l'Afrique subsaharienne, donc à cheval entre, notamment en fait en Afrique du Sud. Donc là, la petite étoile noire, c'est là où je vais faire du terrain, moi, en Afrique du Sud, dans le cadre de la thèse. Et donc c'est un petit passereau, de la taille d'un moineau à peu près, qui fait 28 grammes. Donc elle a différentes particularités, et c'est ce pourquoi moi je l'étudie. En fait, pourquoi on se pose les questions vis-à-vis de cette espèce, c'est qu'elle construit en fait des nids sociaux. Donc là, vous avez l'exemple, en fait, ça on va l'appeler une colonie. Et ça peut faire jusqu'à 5 mètres de diamètre et peser 1 tonne. Donc c'est très gros, et donc ils construisent bien sûr pas ça tout seul ou à deux, c'est tout un groupe d'individus, donc qui peuvent aller jusqu'à 800 individus dans toute la colonie. Et donc en dessous, il y a plein de petites cavités sous la colonie, qui sont des chambres, en fait, des petites chambres rondes avec une petite ouverture, où à l'intérieur, il y a un couple reproducteur qui se reproduit, et des helpers, qu'on va appeler, c'est des individus qui vont venir aider le couple reproducteur à nourrir les jeunes. Donc en plus de faire d'y avoir la reproduction, ils dorment aussi la nuit. Donc les mâles restent à la colonie où ils sont, et les femelles migrent dans d'autres colonies. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à dire ? Ah oui. Et le point un peu important, enfin intéressant, c'est que c'est une espèce qui est strictement monogame. C'est-à-dire qu'on n'a aucune évidence de divorce entre les paires. Donc tant que l'autre est en vie, il reste généralement avec le même partenaire. Et il n'y a aussi aucune évidence de paternité extra-paire. Et donc ça, c'est assez particulier, parce qu'au final, ils vivent quand même avec une proximité assez importante avec les autres individus. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de tromperie, entre guillemets, dans le couple. On peut noter également en fait qu'ils ont certaines colorations, donc notamment la bavette ici, donc ça sera noté bib un peu plus tard. Et en fait, ça c'est un display c'est quelque chose, un trait phénotypique qui se développe à l'âge adulte. Donc il y a seulement les adultes qui l'ont. Et donc en plus de ça, c'est une espèce qui est monomorphique, c'est-à-dire que là, on peut avoir par exemple de mâles, de femelles, on ne sait pas. Voilà, c'est impossible de les distinguer, à part en faisant une autopsie ou à l'aide de moyens génétiques. Donc pourquoi on s'intéresse moi je m'intéresse surtout à ce patch, en fait, cette bavette, et aussi au comportement de construction du nid. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, ça a été montré chez les oiseaux que le plumage est quand même régulièrement sélectionné de manière sexuelle. Et il y a aussi énormément de sélection sur la construction du nid et sur la structure du nid chez les autres espèces de cette même famille. Donc chez les autres espèces de la famille, généralement le mâle construit et ensuite la femelle y vient. Mais c'est des nids individuels. Et du coup, cette espèce, on ne sait pas trop comment ça se passe, d'autant plus qu'ils construisent du coup les nids sociaux. Et donc, moi, mon projet de thèse, il porte justement sur l'étude
de la sélection sexuelle et des traits sexuels secondaires chez cette espèce, et je vais notamment regarder le rôle du comportement et de la coloration. Donc j'ai 3 grands axes. Donc la première, c'est la mesure de la force de la sélection sexuelle, donc de manière globale. La deuxième, c'est de regarder le rôle de la sélection sexuelle sur le plumage, et donc là, je vais parler de la bavette et d'écailles. En fait, c'est des petites écailles qu'ils ont sur le côté du corps. Et ensuite, en 3, là, j'étudierai le comportement de construction du nid. Donc ça, c'était pour vous présenter un peu le contexte général de ce sur quoi je vais vous parler maintenant. Et là, je vais me focaliser sur la partie, sur l'axe 2, qui est le rôle justement de la coloration, et le rôle de la sélection sexuelle dans la coloration, et l'utilisation des masques RCNN dedans. Donc ça, vous avez un exemple des types de photos qu'on a. Donc tous les ans, on va sur le terrain aux alentours de août, avant le début de la saison de reproduction, et on capture les oiseaux, on prend des diverses mesures morphologiques et on remplace des bacs couleurs qui nous permettent de les identifier à distance. Et en plus de ça, on prend 3-4 photos par individu de ce style-là. Donc ça nous fait plusieurs centaines de photos par an à analyser. Donc les photos sont prises directement sur le terrain. Et jusqu'à ce que j'arrive, les photos, elles étaient ensuite processées à l'aide de GIMP. Donc tout simplement, la photo, on prenait la baguette magique, on cliquait sur la bavette et ça nous donnait, avec quelques petites manipulations du seuil, la taille de la bavette en pixels. Ensuite, les données étaient prêtes à analyser. Le souci, en fait, c'est que cette étape-là, au milieu, elle prend énormément de temps, parce que du coup, les photos, on les traite une par une, ça prend beaucoup de temps par photo, et on peut avoir différents biais, notamment les biais au niveau du contraste. En fait, il peut y arriver que, au moment de la prise de photo, un ray de lumière sur la bavette va en fait décolorer, la bavette va apparaître blanche sur la photo, et donc c'est des pixels qui vont être en moins qui vont être pris en compte dans la taille. Et on a aussi un effet utilisateur. Donc l'objectif, quand j'ai commencé ma thèse, c'était de se débarrasser de cette étape-là. On s'est dit, voilà, on veut que ça soit quand même beaucoup plus vite. Il y avait des données qui étaient déjà analysées, sauf qu'il y avait aussi des nouvelles données que moi, je devais que je devais processer, des images qui n'avaient pas encore été, dont la donnée n'avait pas encore été extraite. Et donc, pour un souci de rapidité, on s'est dit qu'on allait automatiser tout ça à l'aide de réseaux de neurones. Donc c'est ce qui est utilisé pour plus communément qu'on va appeler l'intelligence artificielle, le deep learning, et notamment l'utilisation des masques RCNN. Donc un petit point sur les réseaux de neurones, pour vous expliquer un peu comment ça marche. En fait, des réseaux de neurones, comme son nom l'indique, ça va être un réseau de neurones. Donc en fait, il y a plusieurs couches là ici. Donc chaque petit rond est un neurone, et donc il est constitué de couches qui se lisent à la verticale. Et dans chaque neurone, en fait, il y a des applications mathématiques, tout simplement. C'est tout plein d'équations qui peuvent être un peu obscures, donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails de qu'est-ce qui se passe exactement dans chaque neurone. Mais une des utilisations qu'on peut en faire de ces réseaux de neurones, c'est de la classification automatique. Donc là, par exemple, on peut lui donner une image avec quelque chose dessus. On ne sait pas pour le moment. L'objectif, c'est justement qu'on ne sait pas. On le passe en entrée. Le réseau de neurones va analyser chaque pixel de l'image et va permettre le classement. Et ensuite, en sortie, il va nous dire que sur cette image, il y a un chien avec une probabilité plus ou moins élevée. Donc tout ça, en fait, le réseau de neurones lui-même n'existe pas à l'état brut. En fait, pour pouvoir classer les instances comme nous on le souhaite, il faut faire ce qu'on appelle donc l'apprentissage. Donc l'apprentissage, ça va consister en lui donnant entre guillemets à manger des centaines de milliers de photos de chiens par exemple et de chats, pour lesquels on a précisé que cette image représente un chien et cette image représente un chat par exemple. Là, le réseau va apprendre du coup en fait les poids qui sont associés à chaque neurone, donc qui vont permettre les transformations mathématiques, vont évoluer en même temps que l'apprentissage, et ce qui va permettre ensuite de pouvoir classer les différents objets. Donc ça, pour le vérifier, on fait ce qui s'appelle de la validation. Donc on lui passe des données sur lesquelles il n'a pas appris, et on lui demande de regarder on regarde tout simplement s'il arrive à bien les classer ou non. Donc ça, c'est une des utilisations qu'on peut en faire. Donc classer toute la photo, tout simplement dire de quoi la photo parle. Mais on peut aussi faire d'autres choses un peu plus approfondies, qui va être de regarder exactement quel type d'objet il peut y avoir sur une photo et où. Donc là, on va parler de masques RCNN. Donc CNN, c'est des réseaux convolutifs. Donc ce qui fait que les couches les neurones sont un peu plus interconnectés. C'est un peu plus particulier, mais je pourrais en parler plus tard si vous avez des questions. Là, c'est vraiment un truc beaucoup plus spécifique. Et en fait,
du coup, ça va nous permettre de pouvoir identifier, par exemple, sur cette image, d'avoir 5 personnes et de pouvoir délimiter surtout, d'avoir de la segmentation d'instances sur cette image, le nombre de personnes et leur position exacte. Et donc là, je vous parle de ça parce que c'est exactement ce que moi j'avais besoin. En fait, j'avais besoin que sur la photo, le réseau aille délimiter totalement la bavette, puisse déterminer sa position et du coup le nombre de pixels qui y sont associés. Donc là, ça c'est ce que le réseau de neurones donne quand on lui donne une image maintenant. Sauf que c'est pas suffisant pour juste dire que ça fonctionne et qu'il est prêt à utilisation. Donc pour le valider et pour le vérifier, on va utiliser ce qui s'appelle l'IOU. Donc c'est l'aire d'union l'aire d'intersection sur l'aire d'union. Donc l'intersection, ça va être la vraie location de la bavette, c'est-à-dire que moi je précise exactement où se situe la bavette sur ma photo. Et ensuite, je regarde donc l'intersection avec la prédiction que le réseau de neurones a fait. Donc, il faut savoir que, donc, on va, entre guillemets, pour faire un peu plus simple, cette IOU, ça va être le pourcentage de recouvrement entre la réalité et ce qui a été prédit par le réseau de neurones. Donc, on utilise généralement, en fait, dans les papiers, une intersection minimum de 0,5. Sauf que c'est un peu trop petit pour moi. Enfin, moi, j'avais besoin d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus précis, puisque mon but, c'est vraiment d'avoir la taille en pixels. Donc, plus c'est précis, mieux ça sera pour moi. Donc, j'ai placé cette IOU à 0,8. Et donc, là, c'est un graphe qui paraît donc avec juste une petite courbe. Mais ce qui est important, c'est surtout le numéro, en fait, qui est là au-dessus. Ce qui veut dire que quand je demande au minimum 80% de recouvrement entre la vérité et la prédiction, j'ai 95% de précision. Donc ce qui est vraiment très bien. Ça veut dire que le modèle arrive à repérer la bavette dans dans quasiment 100% des cas, avec plus de 80% de recouvrement entre les deux. Donc pour le tester encore un peu mieux, pour être vraiment sûr qu'on peut l'utiliser, on peut faire aussi tout simplement des petits exercices de corrélation. Donc en fait, là j'ai réutilisé toutes les données qui m'ont servi à apprendre au réseau de neurones. Donc c'est environ 1000 images que j'ai utilisées. J'ai comparé tout simplement, j'ai regardé la corrélation entre la valeur que moi qui a été déterminée par la notation, donc quand on délimite nous-mêmes à la main, et la valeur trouvée par le modèle. Ce qui fait que quand on regarde la corrélation des deux, on a 92% de corrélation, ce qui est énorme, c'est vraiment super pour un réseau de ce type avec seulement à peu près 900 images d'apprentissage. Parce que j'ai oublié de le préciser, pardon, mais pour apprendre à un modèle, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de données. Le modèle, plus on a d'images à lui donner, mieux le modèle il apprendra. Et le nombre d'images, ça peut aller il faut plusieurs millions d'images. Il y a notamment des applications que vous connaissez peut-être comme PlantNet qui utilisent des millions d'images pour l'apprentissage, des réseaux de neurones qui vont lui permettre de reconnaître les plantes que vous lui donnez via des feuilles, la fleur, le fruit ou la plante entière par exemple. Donc au final 92% c'est très élevé, c'est pas 100%, mais c'est pas forcément un problème pour moi, puisque mon objectif c'est de comparer les bavettes entre individus. C'est-à-dire que j'ai pas forcément besoin de savoir qu'elle fait exactement cette taille au pixel près. Le plus important, c'est de savoir quel individu a une bavette plus grande que l'autre. Donc ce réseau-là, par exemple, que j'ai fait il y a quelques mois, c'est celui que je vais continuer d'utiliser pour le reste de la thèse. Donc là, je vous ai présenté un des exemples, un exemple qui est possible, donc c'est vraiment de regarder les traits phénotypiques, morphologiques. On peut aussi faire de la morphologie avec. Mais il y a également d'autres utilisations qui peuvent être faites, et notamment, en fait, c'est ce que je vais utiliser dans mon troisième axe. Donc là, je vais juste vous montrer ça vraiment très rapidement, on pourra en discuter plus tard si vous le voulez. Mais on peut faire de la reconnaissance d'objets aussi, sans cette fois-ci l'entourer comme tout à l'heure, donc comme la bavette. Juste dire, voilà, là, ici, il y a un oiseau sur cette image. Et donc ça, c'est assez simple à faire. Il y a beaucoup de réseaux de neurones qui existent déjà et qui sont très accessibles. Il y a juste besoin de la récupérer, de l'adapter un peu, et vous pouvez le faire tourner sur vos ordinateurs même. Hein. Ce qui est important en fait d'avoir un bon ordinateur, c'est pour l'apprentissage. Mais pour exécuter le réseau de neurones, ça peut se faire sur des ordinateurs pas forcément hyper puissants. Et en plus de ça, on peut aussi déterminer des comportements. Donc, par exemple, là, c'est pas encore fait, c'est ce que je vais faire d'ici 1 an, je pense. Mais en gros, c'est de déterminer, voilà, est-ce que l'oiseau, donc là c'est le nid, ça se voit pas très bien parce qu'il est énorme, mais
l'oiseau est posé sur le nid, et donc on peut utiliser les réseaux de neurones pour pouvoir déterminer si l'oiseau est en train de construire ou non. Là par exemple il ne construit pas, activement en tout cas, puisque son bec est visible. Et en plus de ça, donc ça c'est une méthode qui a été développée par quelqu'un, un doctorant qui va finir sa thèse là dans quelques semaines. Il est possible d'utiliser les réseaux de neurones, donc notamment les réseaux de neurones convolutifs cette fois-ci, enfin encore une fois, pour déterminer l'identité de l'individu via les patterns dorsaux. Donc en utilisant des stations de mangeoires et en récupérant plusieurs milliers de photos par individu, on peut apprendre à un réseau de neurones à reconnaître un individu parmi tant d'autres grâce à ces patterns dorsaux. Et donc qui nous permettrait de pouvoir automatiquement déterminer, c'est l'individu A qui a construit pendant X temps sur cette colonie. Donc je vous remercie. Là je vous ai juste mis une petite photo de mon terrain en Afrique du Sud. Et voilà. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Merci Nico pour cette présentation. Moi je voulais te demander, donc au début tu as parlé de la phase manuelle avec GIMP où on détourait, etc. Est-ce que tu as essayé de relancer ton réseau de neurones sur ces données-là pour voir un peu ce qui se passait avec ça? Est-ce que ça aurait un intérêt Alors oui, j'ai regardé en fait ce graphe-là. Donc ça c'est celui que je vous présente sur les données qui ont servi à l'entraînement, mais je l'ai aussi fait sur la totalité de la base de données que j'avais, donc c'est à peu près 6000 photos. Le test de corrélation est un peu moins élevé, donc on a une corrélation de 88%. Mais j'ai pas confiance en fait en ce test-là, pour la simple et bonne raison que les données mesurées ici, en fait, là j'avoue que je me suis un peu planté sur le nom de l'axe. En fait, elles n'ont pas été prises avec GIMP. C'est moi qui, sur le logiciel d'annotation, qui retrouve le nombre de pixels. Or, sur les 6000 autres images, donc j'ai pas le graphe ici, c'est des données qui ont été prises justement avec GIMP par plusieurs utilisateurs depuis quelques années, et on a justement ces biais-là en fait de si le seuil n'est pas bien réglé, d'avoir en fait une perte ou une augmentation du nombre de pixels, ce qui ferait que ce pourcentage de corrélation de 88%, il peut être un peu faussé, non pas par le réseau de neurones, mais par les valeurs d'annotation. C'est pour ça qu'au final, après, j'ai changé de graphe et je vous ai mis celui-là. Mais effectivement, l'objectif parfait, ça aurait été d'avoir ces 6000 photos bien annotées, sans erreur du tout, et de le comparer avec celle du réseau de neurones. Mais au final, même avec les quelques erreurs, 88%, ça reste quand même extrêmement bien. J'ai une question de curiosité plutôt en méthodo, parce qu'en morpho, on standardise vachement la prise de photos, donc on est sur un poste, on est dans une salle noire avec de la lumière, etc. Sur le terrain, c'est pas du tout le cas. Alors comment ça se fait au niveau pour contrôler la hauteur, vu que tu fais une taille sur l'image, ça et aussi la coloration avec les problèmes de la lumière qui arrive dessus? Alors, je vais d'abord répondre à la seconde question pour la coloration. En fait, l'avantage, c'est qu'avec cette méthode, il n'y a pas besoin. En fait, la coloration, le réseau s'en fiche un peu. Il s'en fiche pas totalement. Il a quand même de la reconnaissance en fait sur les pixels, et la couleur du pixel effectivement joue un rôle. Hein. Mais l'avantage en fait, c'est que quand on lui demande d'apprendre, on lui donne là j'ai 1000 photos environ, et sur ces 1000 photos, elles sont toutes différentes. Ça veut dire que lui, il va apprendre en fait que la reconnaissance de la bavette ne passe pas par la coloration autour, par exemple, que la luminosité ne joue pas. J'ai par exemple testé sur des photos qui étaient sous-exposées, donc qui sont presque noires, et en fait, il arrive à retrouver la bavette sans aucun problème. Donc, en fait, le fait de lui donner, entre guillemets, à manger, à apprendre des photos qui vont présenter une variabilité très importante, ça lui permet à lui d'apprendre cette variabilité. Par contre, effectivement, ce réseau de neurones, si je lui donne des photos qui sont très identiques tout le temps, donc très, par exemple, surexposées, très claires, ou justement, au contraire, très foncées tout le temps, effectivement, le jour où je vais lui présenter cette photo-là, là, il risque d'y avoir des problèmes, puisqu'il n'aura pas appris cette variabilité. Le deuxième point, en fait, c'est que là, c'est pas vraiment une table. En fait, on est sur une table, mais il y a comme une petite boîte qui est créée, et il y a l'appareil photo sur le dessus. Et en fait, on tient l'oiseau qui est complètement le dos posé contre la planche, et on actionne la photo avec une pompe au pied.
ce qui fait que les oiseaux sont toujours à la même distance de l'appareil photo. Et on a aussi une petite règle ici qui nous permet en fait de vérifier le pixel par centimètre carré. Et quand on regarde quand on fait par exemple on a récupéré 2000 photos cette année, quand on regarde la variabilité du nombre de pixels par centimètre carré sur 50 photos, elle est minimale. Ça se rentre en peut-être 20-30 pixels, en sachant que c'est des photos de plusieurs millions de pixels. Ça pose pas de problème. Mais effectivement, en fait, il faut que ça soit standardisé. Là, on essaye d'autres méthodes pour prendre en fait cette bavette, non pas pendant la capture, mais en fait à des stations de mangeoires. Et là, ça pose d'autres soucis parce qu'effectivement, l'oiseau n'est pas toujours à la même distance. Là, c'est une distance qui est contrôlée, qui est la même tous les ans. Elle change, mais dans l'année, elle reste identique. Et là, en fait, on espère pouvoir contrôler via d'autres paramètres en fait. D'autres caractéristiques, des petits objets placés directement sur le terrain à une distance connue, qui nous permettrait de toujours avoir en fait cette taille en pixels par centimètre carré. Je sais pas si c'était très clair. Bon, parfait. Vas-y, Charlie. Merci pour la présentation. Toujours sur les photos, mais plutôt sur ton troisième axe. Moi, je me demandais, pour les patterns dorsaux, déjà, qu'est-ce que ton collègue il a fait et qu'est-ce que toi tu vas faire? Et justement, en fait, quand tu parles alors je sais plus, des milliers d'images, justement, est-ce que c'est quand vous les capturez, vous les faites sur la table, mais sachant que du coup ça va pas bouger, ou est-ce que vous les posez dans différents endroits, ou c'est pendant la période avec les bagues, vous les reconnaissez et puis vous prenez différentes photos? Une première question. Et deuxième question, est-ce que aussi ça va pas être le même problème que sur les bavettes à la mangeoire? C'est comment est-ce que tu vas gérer cette question de distance? Et par exemple, si ton piaf il a perdu une plume, du coup est-ce qu'il reconnaît quand même le pattern? Je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Est-ce que tu as déjà prévu de gérer tous ces soucis? Alors concernant ta première question, concernant les patterns dorsaux, les photos ne sont pas du tout prises pendant les captures. En fait, elles sont prises tout au long de l'année. Les oiseaux, ils sont équipés, donc dans certaines colonies, et dans celles que moi j'étudie, ils sont équipés de bagues RFID, donc pour Radio Frequency Identity, ce qui fait que quand on place des petites antennes juste devant la mangeoire, quand l'oiseau vient manger, on est capable de retrouver son identité. Donc on capte le numéro de la bague RFID, et ensuite on va pouvoir l'associer à l'individu, parce que pendant les captures, quand on leur pose, on vérifie quelle puce RFID c'est. Donc toute l'année, en fait, on pose régulièrement, plusieurs fois par semaine, à ces mangeoires-là, on les équipe, on les monte, et on met des petites caméras qui sont liées à des Raspberry Pi, et qui permettent de prendre une photo. En fait, un Raspberry Pi, c'est comme un petit ordinateur dans un boîtier comme ça, qui est assez qui fait des choses assez succinctes. On peut pas faire tourner des analyses d'images dessus, mais ça permet de faire exécuter des petits programmes et d'avoir un ordinateur. Et en fait, on prend des photos, et cette photo-là, le nom de la photo, c'est le nom de la puce RFID. Donc on sait exactement cette photo à qui elle appartient. Dans un deuxième temps, la notion de distance, ça nous importe peu dans ce cas-là, parce que ce qui est important, enfin pour le moment en tout cas, dans l'algorithme que mon collègue a développé, elle n'importe pas, parce que en fait sur la photo, elle est prise déjà de très près, on détourne l'oiseau, et ensuite le réseau de neurones n'apprend que sur l'oiseau détouré, donc il apprend sur le pattern en lui-même. Donc la question de distance ne pose pas de problème à cet endroit-là. Par contre, et justement c'est quand même une bonne question liée à la distance, en fait j'ai dû passer à des caméras 4K pour filmer à cet endroit-là, parce que pour le moment on n'est pas sûr que la qualité soit assez importante pour pouvoir lier le pattern dorsal ici à celui des photos. Donc moi je pense que c'est possible, l'objectif c'est que là je le vérifie dans les prochains mois, mais si ça reste pas possible, on peut tout simplement en fait zoomer. Ou rajouter des caméras pour couvrir en fait une plus grande surface mais plus zoomée, ce qui nous permettra d'avoir une meilleure qualité des photos ici et du pattern dorsal. Concernant la plume, par exemple s'il perd des plumes, en fait l'avantage c'est que si jamais comme on prend plusieurs centaines plusieurs milliers de photos par individu sur une période de 15 jours, enfin c'est par jour, donc c'est pas sur 15 jours d'affilée mais c'est 15 jours répartis sur un mois et demi. Par jour, on prend à peu près entre 5 et 20 000 photos d'individus.
Non, pas par individu, mais pour tous. Ce qui fait que s'il perd une plume, c'est pas grave parce que justement, ça revient à la même question que la luminosité juste avant. En fait, on va lui apprendre cette variabilité. On va lui apprendre que cet individu, il a été vu avec une plume, mais sans plume, et que ça reste le même. Et en fait, le réseau neurone, lui, il va apprendre à reconnaître avec et sans plume. C'est super puissant, c'est très important, c'est super puissant, mais c'est aussi très important de faire attention à ce qu'on lui donne en apprentissage. Il faut que ça présente une variabilité qui soit aussi complète que possible pour éviter que le peu de variabilité qu'il n'a pas connue, si jamais tu lui donnes après, là par contre il risque d'y avoir des erreurs. Ça c'était toute la première question je crois. Et la deuxième? Ah c'était les deux, d'accord. Alors, on sera quand même, non, on sera quand même obligé d'avoir les balises parce que là, en fait, on peut pas mettre un capteur dans le nid, en fait. Les capteurs sont vraiment tout petits. In fine, ça serait d'avoir ça. Par exemple, sur des plus grosses puces RFID, en fait, c'est ce qu'il y a. Tu peux avoir des antennes qui couvrent plusieurs, par exemple, sur 20 mètres. Et donc, du coup, tu peux en avoir un par colonie, mais ça serait quand même aussi compliqué de pouvoir déterminer lequel a construit exactement. Donc, si jamais la méthode fonctionne, il y aura quand même besoin d'avoir cette station de mangeoire avec le récepteur. Mais là en ce moment il y a des assistants de terrain qui sont sous la colonie avec des jumelles et qui notent le comportement de construction du nid, exactement ce que les oiseaux font, qui ils sont, quand est-ce qu'ils ont construit. Et en fait avec cette méthode là, déjà quand est-ce qu'ils ont construit, qui a construit, où est-ce qu'ils ont construit, c'est des données qui seraient faites automatiques. Donc on pourrait juste poser les caméras, aller les récupérer en fin de journée, sauvegarder les copies, faire ça pendant des mois et analyser ensuite en quelques semaines, avoir toutes les informations. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Enfin, je sais pas quelle heure il est, mais au pire on peut... Ah, il y a des questions du chat. La question c'est... Y a-t-il une sélection des oiseaux sur leur âge ou leur stade de vie juvénile adulte lors du terrain ou de l'analyse pour limiter les biais impactant la taille des bavettes? Alors oui, donc les juvéniles n'ont pas de bavette. En fait, on le voit très rapidement. En fait, qui est juvénile. En fait, nous on les classe donc dans différentes catégories. Et ceux qui ont des bavettes, c'est seulement les adultes. Donc ça, l'âge effectivement, enfin le stade est effectivement pris en compte. Ensuite, l'âge, c'est quelque chose qui est corrigé, qui sera sans doute, pour l'instant, j'ai pas encore fait les analyses, donc, mais qui sera sans doute corrigé dans les modèles, même si au final l'âge n'aurait pas d'impact en fait sur, il n'y a pas forcément d'impact sur la taille de la bavette avec l'âge. Elle peut varier en fait d'une année à l'autre. Elle varie très légèrement. Il y a une étude donc de Margot Rath qui est sortie en 2015 et elle montre que d'une année sur l'autre il y a très peu de variations, mais qui n'a pas l'air d'avoir d'effet de l'âge sur la taille de la bavette. Je sais pas si c'est... Il y a une autre... Non, je sais pas s'il y avait une autre question. Ok. Ok, bah de rien. Et bah s'il y en a d'autres qui vous viennent après, vous pourrez toujours me les poser pendant l'apéro.